Depuis février, l'invasion de l'Ukraine par les Russes continue et contrairement à ce que certains peuvent penser, tous les citoyens russes ne sont pas forcément d'accord avec Vladimir Poutine. Une forte opposition règne en Russie en ce moment. Marie-Catherine Karamati, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen. Cette opposition, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément dans les journaux et au quotidien. Pourquoi c'est important de connaître justement l'existence d'une telle chose sur la guerre en Ukraine, une opposition courageuse en vue des répressions présentes sur place? Très courageuse. Oui. Eh bien, je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'il y a une sorte de dérive qui est une sorte de sentiment anti-russe qui se développe au niveau international et qui mélange tout. Poutine, l'armée russe, la population russe, la culture russe. Alors que justement, il y a une partie des Russes, pas facilement dénombrable d'ailleurs, qui s'oppose et c'est extrêmement courageux de s'opposer actuellement au discours de Poutine. Donc il faut en parler. Et justement, pourquoi c'est important de faire connaître cette opposition là-bas ? Alors, il faut la faire connaître pour rappeler que malgré une désinformation absolument incroyable, il y a des Russes qui ne croient pas à ce langage de Poutine, qui essaye de jouer aussi un petit peu sur la fibre populiste, disons patriotique, et il y a un certain nombre de Russes. Alors, il y a bien sûr des journalistes indépendants, des ONG de défense des droits humains, et il y a aussi des simples citoyens qui se manifestent, et il y a sans doute aussi beaucoup de gens qui désapprouvent le discours de Poutine, mais qu'on n'entend pas, parce que c'est très très dangereux de se manifester. Cette opposition, justement, comment elle se manifeste sur place ? Alors je dirais qu'après la déclaration de guerre en Ukraine, mais dès le lendemain, je dirais dès les 4 jours qu'on suivit, il y a eu d'importantes manifestations dans la rue, dans pas mal de villes, et notamment à Saint-Pétersbourg. Et bien entendu, il y a une répression féroce qui s'est développée, des manifestants traînés par terre, battus avec des charges électriques, emmenés au poste, gardés à vue, condamnés à des amendes totalement exorbitantes, alors qu'ils sont évidemment totalement pacifiques. Si bien que, naturellement, il y a moins de manifestants maintenant. Il y en a encore, mais c'est courir des risques énormes. Il y a quelques initiatives individuelles, mais durement punies. Les délits, c'est du genre je tiens un panneau où il y a écrit non à la guerre. Comme guerre est un mot interdit, je porte un panneau complètement blanc, donc qui est évidemment une incitation à la paix. Ou bien j'applaudis quand des manifestants passent. Ou bien je mets des couleurs de l'Ukraine sur mon balcon, par exemple. Tous les symboles qui peuvent s'opposer au régime de Vladimir Poutine, finalement, sont victimes de répression. Tout à fait, de répression donc importante, complètement disproportionnée. Je citerai aussi le fait de demander que la lettre Z, cette fameuse lettre Z, soit supprimée dans le lieu où on travaille, par exemple. Alors Z, c'est la lettre qui apparaît sur tous les blindés russes, en Ukraine et beaucoup en Russie, qui est écrite en langage, dans notre alphabet, non pas en langage cyrillique, qui serait la première lettre du mot Zapad qui veut dire ouest. Donc c'est une sorte de défi, c'est la Russie conquérante qui défie l'Occident. Je vais citer quand même l'anecdote qui est assez intéressante. Il y a une passagère dans un bus qui demande au conducteur d'enlever la lettre Z qui était dans le bus. Réponse du conducteur, l'amener directement au poste de police, qui était sans doute pas la destination du bus. C'est vraiment ça, la répression sur place, c'est ça, ces petites choses. Ça a un côté en même temps complètement absurde. Cette opposition, elle est au sein de la population et des journalistes indépendants également. Vous avez cité les ONG également. Il y a une forte répression contre eux qui se caractérise par la fermeture des médias indépendants par ailleurs. Il y a Novaya Gazeta qui a été suspendu il y a quelques mois, quelques semaines, et beaucoup d'autres médias. Qu'est-ce qu'on sait sur tout ça, sur ces médias, sur ces journalistes indépendants qui risquent leur vie, leur métier sur place ? Tout à fait. Alors je dirais que la Russie n'était pas un exemple de liberté de la presse, mais que malgré tout, il y avait quand même des journalistes indépendants. On a eu l'occasion de parler sur cette antenne de Novaya Gazeta, qui est un journaliste d'opposition célèbre, et qui donc a dû effectivement lui-même renoncer, je crois que c'est le 28 mars, fermer le journal, parce qu'il ne pouvait plus s'exprimer de manière libre. Il y a en Russie ce qu'on appelle un régulateur de médias, qui s'appelle Roskomnadzor, régulateur ça s'appelle, mais en fait c'est une censure absolue. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'actuellement, tous les médias, tous les journaux, tous les sites indépendants, on peut dire, je dirais même pas d'opposition, je dirais indépendants, qui n'acceptent pas de donner le discours officiel du pouvoir sur l'Ukraine, sont fermés.
Donc les journalistes perdent leur travail, beaucoup ont émigré, certains essayent, en s'autocensurant un peu, en essayant de contourner les interdictions d'utilisation de certains mots, etc., de continuer à s'exprimer. Il y a Dimitri Muratov, qui reste au moins, partiellement, puisqu'il s'est rendu à New York là, pour vendre son prix Nobel de la paix, qui a été agressé en Russie en avril par un individu qui rentrait dans le compartiment de son train et qui a envoyé du liquide rouge mélangé à de l'acétone. Et Muratov s'est filmé, il est complètement sanguinolent. Et le gars, l'homme qui l'a agressé, a dit Muratov, c'est pour nos petits gars. Et nos petits gars, c'est les soldats russes, évidemment. Tout ça, ça fait que finalement la population sur place manque cruellement d'informations objectives sur la guerre en Ukraine particulièrement. Complètement désinformée, ce qui explique aussi peut-être l'absence de critique d'une partie de la population. C'est peut-être pas une adhésion vraiment à Poutine, c'est le fait que tout ce qu'ils voient tous les jours à la télévision d'État, c'est ce que Poutine dit. Et c'est jamais ils n'ont vu évidemment les images de Boutcha ou des images de ce genre-là. Pour eux, c'est pas une guerre déjà. Alors il y a la répression avec la population, envers les journalistes indépendants et envers les ONG aussi. Tout à fait. Notamment donc vous, Amnesty International, votre bureau sur place a été fermé comme beaucoup d'autres ONG qui ont été interdites. Pourquoi, dans un premier temps, cette répression envers les ONG ? Alors c'est pour toujours la même raison, c'est-à-dire que les ONG, bien entendu, ont un discours indépendant, un discours autre que le discours officiel, dans le cas d'Amnesty, mais des 13 autres ONG qui ont vu leur bureau fermé le même jour, c'est-à-dire le 8 avril, très exactement. Un discours qui n'est pas le discours officiel et qui ne doit surtout pas être entendu. Alors, par exemple, Amnesty avait un site en langue russe qui a été bloqué, puis ensuite les bureaux fermés. Ça, c'est extrêmement grave, bien entendu, parce que ce sont non seulement des voix indépendantes, mais des voix des organismes qui ont des témoignages, enfin qui recueillent des documents, donc qui ont beaucoup d'éléments, donc bien entendu, qui essayent de les faire connaître. C'est les enquêtes finalement que ces ONG mènent qui fait peur, si on peut dire, au régime russe ? Tout à fait, parce que Amnesty maintenant, bien sûr, est à l'extérieur. Mais Amnesty recueille toujours des témoignages, a gardé des réseaux en Russie et constitue des dossiers. Et ces dossiers, c'est comme pour ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Ces dossiers, ils vont peut-être se servir plus tard pour juger les dirigeants ou tout au moins des responsables russes. Et donc ça, c'est extrêmement important et extrêmement menaçant pour la Russie, bien entendu. Et le pire, c'est que du coup, toute cette répression sur place, elle serait, entre guillemets, justifiée par le cadre législatif ? Alors ça, c'est le cas d'un certain nombre de dictatures, c'est-à-dire qu'on a une loi. Alors, il faut savoir aussi qu'en Russie, ça date pas du 24 février. Dès 2004, il y a une loi fondamentale sur les rassemblements, qui a été créée pour limiter à l'époque les rassemblements d'opposants, bien sûr. Et cette loi a été évidemment renforcée de plus en plus pendant ces 20 années, ou presque 20 années, et particulièrement après l'invasion en Ukraine. Alors ce sont des articles de loi qui pourraient figurer dans d'autres codes pénaux, c'est du genre trouble à l'ordre public, ou c'est diffusion de fausses informations. Ou c'est discours injurieux vis-à-vis des forces armées. Enfin, bon, et ce sont pour des prétextes à la répression qui donnent une allure acceptable sur le plan législatif. Une ONG comme la vôtre, qu'est-ce qu'elle peut faire du coup sans être présente sur place ? Alors sans être présente sur place, elle a bien dit qu'elle continuait d'essayer de récolter tous les témoignages, documents possibles. Il est évident qu'on ne va pas demander aux auditeurs de signer des pétitions pour libérer des opposants russes, parce que ça serait déjà même contre-productif, je dirais. Mais il y a tout un travail à la fois de recueil pour un travail éventuellement de justice après, pas dans l'immédiat, mais après. Et puis il y a la dénonciation, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On peut venir en aide à Amnesty, nous, citoyens lambda, si on peut dire ? Eh bien, comme il n'y a pas de signature de pétition, l'aide que l'on peut apporter, c'est celle qu'on apporte toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire d'en parler autour de soi, d'aller voir le site d'Amnesty, où il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il y ait une information sur ce sujet. En parler déjà, prospecter autour de soi, le dire, c'est déjà une grande chose ? Absolument.
Eh bien écoutez Marie-Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette répression envers les citoyens, les journalistes, les médias indépendants, les ONG aussi en Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Je rappelle, vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube aussi, Radio Sensation Normandie.